Notez cette date, car mercredi 16 juillet, Ferrari testera sur la piste du Mugello la nouvelle suspension arrière associée au fond que nous avons déjà vu en Autriche. Et c'est un test fondamental pour Ferrari, car il déterminera la seconde partie de la saison. Nous verrons si le nouveau package sera homologué à partir du Grand Prix de Belgique. Dans cette vidéo, nous allons en voir les détails. Nous devons également aborder le cas de Kimi Antonelli chez Mercedes, car il y a du nouveau à ce sujet. Regardons aussi la prolongation de contrat de Vasseur, qui veut rester chez Ferrari pour 2 années de plus. Pour finir, découvrons les coulisses de l'affaire Christian Horner et Max Verstappen. N'oubliez pas de liker la vidéo pour votre soutien. Passons maintenant aux détails. Le travail de développement a été ralenti par la complexité de l'attaque sur la boîte de vitesse et par les contraintes structurelles des matériaux composites. Et tout cela a finalement conduit à une solution qui a donné des résultats positifs lors des simulations sur banc dynamique. Maintenant, il faut une vérification réelle sur la piste et le retour direct de Charles Leclerc et Lewis Hamilton sur la suspension arrière de Ferrari. En effet, cette nouvelle suspension a pour objectif de réduire la sensibilité de la SF25 à la hauteur de caisse, en élargissant essentiellement les options de réglage et en améliorant la fenêtre d'utilisation des pneus. Avec le fond mis à jour, comme nous l'avons dit la semaine dernière, l'effet attendu est d'environ 1/10 par tour. C'est peu, mais suffisant pour défendre la deuxième place au championnat des constructeurs et profiter d'éventuelles erreurs de McLaren. Le Mugello est la dernière vérification avant d'expédier l'équipement à Spa. Et Ferrari vise à exploiter au maximum le package avant de se concentrer sur la prochaine monoplace, la Sixcent 78, conçue pour le nouveau règlement 2026. L'équipe espère que cette évolution permettra de se battre au moins pour une victoire cette saison. Après Silverstone, où la SF25 a montré des limites évidentes, le test en Toscane devra clarifier si la saison pourra se terminer avec quelques satisfactions concrètes. Et c'est l'un des tests les plus importants de Ferrari de toute l'année. Parce qu'il servira à clarifier si la suspension arrière mise à jour donnera les résultats espérés en piste ou non. Si cette mise à jour sera également approuvée pour l'avenir. N'oublions pas que les changements mécaniques s'appliqueront aussi en 2026, donc il faudra étudier et développer pour l'an prochain. Et on peut dire que finalement Ferrari va tester les matériaux au Mugello et non à Fiorano. C'est un détail important, on a toujours vu les journées de tournage à Fiorano. C'est normal car c'est le circuit maison de Ferrari, mais il s'agit d'une piste plus représentative qui donne des résultats réels lors des essais, sur la monoplace. Le Mugello avec ses montées, descentes et virages rapides est l'endroit idéal pour exprimer le potentiel maximal de la monoplace. Le circuit était moderne, avec une très longue ligne droite, ce qui le caractérise. Donc ce choix de Ferrari ne doit pas non plus passer au second plan. Et là, elle a été faite spécialement pour tester au maximum le niveau de la nouvelle suspension arrière et voir comment elle réagit en fonction des différentes hauteurs par rapport au sol. L'objectif est clairement de maximiser la stabilité aérodynamique de la plateforme dans toutes les situations. Mais en plus de la mécanique, il y a aussi eu des nouveautés aérodynamiques qui ont été introduites. Des modifications aérodynamiques ont été faites au bras de suspension arrière pour optimiser l'interaction entre les flux et la cinématique. Les simulations de tests sur banc dynamique n'ont pas donné de résultats négatifs, mais elles n'ont pas non plus pleinement répondu aux attentes. C'est pourquoi l'équipe dirigée par OXR a décidé de tout vérifier sur la piste en profitant des kilomètres du Filming Day. En effet, la modification substantielle concerne le positionnement d'un ou plusieurs bras du système arrière. L'objectif était de réduire le squat et l'affaissement à l'accélération et d'améliorer la gestion de la hauteur de caisse. Donc, la hauteur par rapport au sol à chaque phase de conduite. Couplé au nouveau fond, le package devrait améliorer l'efficacité aérodynamique de la fenêtre et élargir la plage de réglage de la monoplace, permettant ainsi à Hamilton et à Leclerc d'utiliser des réglages différents tout en ayant des performances optimales. Le repositionnement des bras a aussi requis une retouche des coques en carbone, maintenant traitées comme de réels éléments aérodynamiques. Ferrari a étudié cette approche en s'inspirant de McLaren, qui a tiré de réels bénéfices d'interventions similaires. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la suspension arrière. Nous en verrons les bénéfices réels sur la piste, au Mugello puis à Spa. Et nous irons la commenter ensemble. Mais c'est la première vraie mise à jour importante de Ferrari après le fond en Autriche, qui doit essayer de changer le cours de cette saison. Mais nous devons aussi parler de la situation de Vasseur, parce qu'il veut 2 ans de renouvellement, alors que Ferrari n'en propose qu'un seul. La confiance dans le chef d'équipe français s'est érodée et il sera difficile de revenir au niveau initial. Le point central est l'arrivée possible d'Antonello Coletta, aujourd'hui un homme clé dans le projet World Endurance Championship, qu'Elkann voudrait également impliquer en Formule 1. Coletta connaît bien l'environnement Ferrari, mais il sait qu'accepter le rôle de chef d'équipe compromettrait un long parcours de reconstruction, difficile à faire accepter sans un message clair de nouveau départ. Si Coletta acceptait, pour Vasseur, ce serait la fin de l'expérience en Formule 1 à l'échéance naturelle du contrat. Ferrari n'a pas encore d'alternative prête pour remplacer Vasseur. Aucun contact concret n'a été établi avec Horner ou d'autres.
Ferrari a proposé à Vasseur une prolongation de 1 an seulement pour 2026, signe d'un manque de confiance évident. Le Français, quant à lui, souhaiterait un contrat d'au moins 2 ans afin d'avoir des garanties et une continuité. De mon point de vue, il est juste de confirmer Vasseur, au moins aussi pour 2026, pour lui donner une chance de démontrer ce qu'il a construit au cours de ces années avec les ingénieurs qu'il a lui-même choisis. Par exemple, Luc Serra, son bras droit, son adjoint Jérôme D'Ambrosio, il faut voir ce qu'il parvient à construire avec ses hommes. Pour la nouvelle ère de Ferrari, il était normal d'être un peu sceptique quant à l'avenir, car jusqu'à présent, Vasseur a déçu. Si l'on pense au cycle d'échecs de 2023 à 2025, bien sûr, la voiture de 2023 n'était pas la sienne, donc on peut juger l'année dernière et cette année. Effectivement, oui, cependant, il faut aussi dire que Vasseur n'a pas résolu les problèmes chez Ferrari, et que tous les problèmes chez Ferrari ne dépendent pas de lui. Donc, de mon point de vue, le choix de Ferrari de renouveler Vasseur pour 1 an, puis d'évaluer son travail, est juste. D'un autre côté, Vasseur demande 2 ans de contrat pour plus de garanties, ce qui est compréhensible dans une situation normale. Mais nous savons que chez Ferrari, les délais sont toujours très serrés, il faut obtenir des résultats tout de suite, en peu de temps. Et vous, que feriez-vous à la place de la direction? Renouvelleriez-vous le contrat de Vasseur pour 1 ou 2 ans? Mais voyons aussi l'erreur que Ferrari doit éviter pour l'année prochaine. La saison 2025 de Ferrari a confirmé un concept fondamental. En Formule 1, il n'existe pas de voiture sur mesure. C'est la compétitivité de la monoplace qui fait la différence, pas son adaptation aux préférences d'un pilote. Comme je l'ai toujours dit, et même Max Verstappen, le pilote doit s'adapter à la voiture, pas l'inverse, et si la voiture est gagnante, ces discussions sont inutiles. Le cas Hamilton-Ferrari le démontre. Arrivé à Maranello, Lewis a essayé de trouver de la confiance en utilisant des réglages plus proches de son style habituel, mais le résultat n'a pas changé. La limite n'est pas dans l'adaptation de la SF25 à Hamilton ou Leclerc, mais dans la nécessité pour eux de s'adapter à la voiture et de l'exploiter au maximum malgré ses défauts. Donc ce n'est pas le pilote qui impose son style de conduite à la monoplace, mais c'est une monoplace qui naît avec des caractéristiques déterminées. Et le pilote doit s'adapter à ces caractéristiques. Le pilote qui parvient à s'adapter plus facilement parvient aussi à aller plus à la limite. Leclerc travaille depuis longtemps à adapter sa conduite aux limites techniques pour exploiter le maximum de son package. Avec la nouvelle réglementation de 2026, Ferrari devra se concentrer sur une seule priorité: construire la monoplace la plus performante possible. Les suggestions aux pilotes seront importantes, mais subordonnées à l'efficacité du projet. Penser à développer la future Ferrari selon les besoins de Hamilton ou de Leclerc serait une erreur. Les pilotes font et salés font la différence lorsque la base technique est des compétitifs, pas l'inverse. Et c'est fondamental, car il est vrai que la Ferrari est difficile à piloter cette année, elle est très nerveuse au niveau de l'arrière, mais Au fil de la saison, les pilotes adaptent la monoplace à leurs besoins en créant des réglages sur mesure. Mais il ne faut pas faire l'inverse en début de saison, c'est-à-dire adapter la monoplace aux besoins des pilotes. Ainsi, on n'arrive pas à construire la voiture la plus rapide possible, ce qui la rend moins compétitive sur la grille. Prenons l'exemple de l'Aston Martin. Pour l'Aston Martin, on se souvient du dernier éclat au Canada, 2023, mais depuis maintenant 2 ans, elle a du mal à atteindre la limite. C'est une monoplace facile à piloter qui répond aux besoins des pilotes, mais pas la plus compétitive sur la grille. Et c'est justement ce que Ferrari doit éviter. Ne pas suivre la voie d'Aston Martin, mais plutôt celle de McLaren et Red. Maintenant, parlons aussi de Kimi Antonelli, parce qu'on doit faire un récapitulatif de sa saison et de son avenir. La première saison de Kimi Antonelli en Formule 1 s'avère plus compliquée que prévu. Malgré un début prometteur, le jeune Italien a enchaîné les courses difficiles, entre problèmes techniques, accrochages et erreurs dues à son inexpérience. Malgré des résultats en dents de scie et 4 abandons cette saison, Mercedes a décidé de le protéger, réaffirmant sa confiance dans son parcours de progression. Après des débuts brillants en Australie avec une 4e place et le podium à Montréal, Antonelli a dû faire face à des problèmes techniques tels que la panne à Imola, le moteur cassé en Espagne, des contacts en course, notamment avec Verstappen en Autriche, et des choix stratégiques erronés comme à Silverstone. Cela a ébranlé la confiance et diminué les performances. Cependant, Toto Wolff estime qu'il faut analyser le bilan avec équilibre. Antonelli a montré du talent et de la maturité aussi. Il a juste besoin de temps. Toto Wolff le défend. Il ne doit pas se précipiter, simplement grandir. Pour Antonelli, l'essentiel est de ne pas se laisser influencer par les résultats négatifs ou les attentes. Mercedes a décidé de fixer comme étape clé le Grand Prix de Belgique en visant à inverser la tendance avant la pause estivale. L'équipe poursuivra ses investissements dans la progression du pilote, sachant que le talent est présent mais doit être géré pour éviter de l'épuiser. Dans une F1 où tout est exigé immédiatement. Le défi d'Antonelli n'est pas seulement technique, mais aussi mental. Et j'oserais dire surtout mental, car c'est un pilote de 18 ans. Il est normal qu'il commette des erreurs d'inexpérience, mais il doit faire en sorte que ces erreurs n'influencent pas sa mentalité ni sa pression psychologique.
Et à Brackley, ils sont décidés à le protéger sans échéance et sans précipitation. Après le contact avec Aguera à Silverstone, Antonelli a déclaré vivre une mauvaise passe. On dirait que tout va de travers. Trop de zéro, je dois essayer de me concentrer et de sortir de ce tunnel, et nous devons essayer de soutenir Kimi dans son parcours de progression. Comme mentionné, à 18 ans, il est normal de faire des erreurs par manque d'expérience. Nous ne devons pas mettre de pression sur le pilote italien, et Mercedes fait très bien de le défendre. Avec ces mots, Toto Wolff l'a essentiellement sécurisé pour plusieurs années de plus. Et il veut le garder chez Mercedes, à côté de qui nous le saurons bientôt si ce sera Russell ou Verstappen. Le fait est que Mercedes sait que l'avenir de l'équipe passe aussi entre les mains de Kimi Antonelli. Soutenir son pilote, même dans les moments difficiles, est donc essentiel, aussi pour éviter qu'il ne tombe dans un tunnel psychologique qui pourrait le pousser à commettre plus d'erreurs que prévu. Au contraire, il doit garder un état d'esprit optimiste et positif concernant ses performances, car ces années servent à gagner en expérience. Et ce n'est pas tant le résultat en soi qui compte, mais plutôt l'expérience qu'il acquiert chez Mercedes, qui peut être fondamentale pour une progression plus rapide à l'avenir. Après le succès de montre chez Mercedes, elle semblait prête à rebondir. En Autriche et à Silverstone, ils ont montré des limites importantes. Difficulté d'équilibre, gestion critique des pneus et manque de confiance des pilotes dans les virages rapides. En Autriche, la dégradation des pneus a compromis la course et la V16 a terminé à plus d'1 minute du sommet. À Silverstone, la situation n'a pas changé. Même les températures plus fraîches n'ont pas aidé à sauver les qualifications. Avec Russell 4e, plus pour un tour extrême que pour la réelle compétitivité de la voiture. Selon Bradley Lord, responsable de la communication chez Mercedes, il reste des aspects à clarifier, notamment sur la façon dont les pilotes attaquent dans les virages rapides et sur le choix du bon réglage. Pour Spa-Francorchamps, Mercedes a confirmé que des mises à jour arriveront pour Spa et Budapest, même si le week-end sprint en Belgique laissera peu de marge pour tester les nouveautés. L'objectif est d'essayer de consolider la position au championnat des constructeurs et de revenir régulièrement sur le podium, avec la conscience qu'il faut une réponse claire déjà avant la pause estivale. Et c'est un sujet important aussi bien pour Mercedes que pour Ferrari, qui sont les deux équipes qui apporteront le plus de mises à jour avant la pause estivale. Il faut voir si tout fera ses débuts en Belgique. Avec le week-end sprint, on n'a qu'une séance d'essai libre pour les réglages, puis le parc fermé est rouvert après la course sprint. Mais attention, car les mises à jour substantielles que ces deux équipes veulent apporter auront un impact pendant le week-end. Et si tu n'as pas assez de temps pour avoir un réglage prêt pour la course, surtout sur un circuit comme Spa, qui est très complet et très difficile à aborder, tu risques de te faire piéger. Prudence donc, lors des mises à jour majeures, leur efficacité doit être assurée. Mais allons voir la véritable raison du départ de Horner de Red Bull, car d'autres informations sont sorties à ce sujet. Horner était à la tête de 6 sociétés Red Bull Royaume-Uni, avec un salaire de 20,6 millions de livres sterling en 2023 et un contrat jusqu'en 2030. Cela en fait également une affaire délicate sur le plan financier. Et entre-temps, la part de 2% est passée à Fidotrastis, une société fiduciaire suisse qui a éveillé des soupçons sur un transfert technique. Ou bien est-ce un signe de retrait de la famille Jovidia du contrôle direct? Après le décès de Mateschitz, Red Bull est dirigé par un trio. Le pouvoir semble désormais davantage entre les mains du conseil d'administration autrichien et l'éviction de Horner pourrait n'être que la première étape d'une nouvelle ère de gestion pour l'équipe. Avec le départ de la famille thaïlandaise Jovidia, protectrice de longue date de Horner, il n'est pas surprenant que ce dernier semble prendre ses distances maintenant qu'elle n'est plus là. Chez Red Bull, nous verrons une équipe de plus en plus dirigée par Minslav, qui est à la tête de la gestion de l'équipe autrichienne et de moins en moins par la partie thaïlandaise, qui semble se retirer de la gestion. Et face à cette situation de chaos managérial chez Red Bull, Herbert lance la bombe. Pour Verstappen, c'est le bon moment pour quitter Red Bull. En effet, Johnny Herbert a déclaré « Tous les pilotes cherchent toujours la meilleure place pour gagner ». Max le sait, Mercedes lui a sûrement déjà dit « Voilà notre offre, rejoins tout ». Et selon l'ancien pilote anglais, Red Bull a beaucoup donné par le passé, mais maintenant, elle semble être passée au second plan. Et maintenant, la balle est uniquement dans le camp de Verstappen, qui doit décider de son avenir. Joe Verstappen avait déclaré à Christian Horner « Je vais te mettre la pression ». Et tout cela est né de la dispute à Silverstone après la course, où il y a eu une ambiance très tendue chez Red Bull, surtout entre Christian Horner et Jos Verstappen. Quelques jours plus tard, mercredi, le départ immédiat de Christian Horner a été annoncé, avec Paul Smith, qui avait été impliqué dans cette discussion avec Jos Verstappen et Christian Horner à Silverstone. Selon la presse allemande, cette décision avait déjà été prise en Autriche, et la discussion à Silverstone a été le dernier épisode clé. Dans ce chaos même au niveau de la gestion chez Red Bull, si j'étais Verstappen, je partirais immédiatement. Parce qu'il n'y a pas seulement un problème de voiture ou au niveau technique, mais un vrai problème de gestion chez Red Bull elle-même. L'équipe doit être refondée depuis le début, avec probablement le départ d'Ovidia de la gestion.
Et il semble que la partie autrichienne, celle de Minslav, ait de plus en plus de pouvoir au sein de Red Bull. Mais nous devons aussi mentionner brièvement Goodwood. En effet, dans la cour de la Goodwood House, l'une des pages les plus romantiques de cette saison a été écrite. Une photo qui semble sortie d'un livre d'histoire a pourtant bel et bien été prise. 7 champions du monde de Formule 1 réunis sur une seule photo pour célébrer les 75 ans de la catégorie reine. 7 légendes, 14 titres mondiaux et 176 grands prix remportés. Réunis sur ce balcon que chaque passionné a rêvé de voir au moins une fois dans sa vie, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Nigel Mansell, Alain Prost, Jacques Villeneuve et Mika Häkkinen sont présents. À leur côté, sur le balcon, se trouve également Bernie Ecclestone, 94 ans, l'architecte de la Formule 1 moderne. Et le festival de Goodwood, cette année, s'est transformé en une fête. Mais aussi un message clair. L'histoire de la Formule 1 ne s'efface pas, et Goodwood reste l'endroit où la mémoire devient spectacle. Parmi les présents, Adrian Newey a défilé sur la piste au volant de la Lotus 49B, la Leyton House et même la Ferrari 312 Formule 1 de 69. Nous avons également vu Stéphane Ocon, Bottas, Berman, Massa, Patrese, Butsen, Ross Brown et Gordon Murray. Un casting que même Liberty Media n'aurait jamais pu imaginer, même dans les meilleurs films. Le festival de Goodwood est devenu un véritable rassemblement de Formule 1, cette année d'autant plus parce qu'on célèbre les 75 ans de la catégorie reine. Et c'était magnifique de voir autant de légendes de la Formule 1 réunies toutes ensemble. Pour célébrer ce que la Formule 1 leur a apporté, mais aussi ce que eux ont apporté à la Formule 1, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sujets abordés dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer les notifications pour suivre l'actualité sur la F1 et Ferrari. Ici Nassi, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo.